Pour vous, docteur Lasker, je n'aurai que 3 mots à vous dire. Échec et mat. Siegbert Tarrasch à Emanuel Lasker peu avant leur rencontre pour le titre suprême de 1908 que Lasker gagna sur le score de 10,5 à 5,5. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et nous terminons aujourd'hui notre série sur la défense avec un dernier pan de cette dernière, le retournement de situation. Alors m'objecterez-vous et avant tout, quelle différence avec la contre-attaque étudiée dans la dernière vidéo? J'entends ici par contre-attaque une attaque, donc une agression, rendue possible par un motif tactique, par exemple un sacrifice. Par retournement de situation, j'entends plutôt un désavantage positionnel, moins bonne structure de pion que celle de l'adversaire, manque d'espace, pièce moins active que celle de l'adversaire, etc. transformé en avantage comme vous allez le voir dans la partie du jour. Et la partie du jour est consacrée au deuxième champion du monde de notre discipline, au demeurant grand ami d'Albert Einstein, le double docteur en philosophie et mathématiques, Emanuel Lasker. Né le 24 décembre 1868 à Berlinken, en Allemagne, Lasker démontre un talent indéniable pour les échecs en battant en match à Londres le fort joueur Joseph-Henry Blackburn sur le score de 6-0, ce qui n'est pas sans rappeler les cuisantes défaites de Taimanov ou Larsen contre Fischer au siècle suivant. C'est à 23 ans qu'il devient professionnel du noble jeu. Puis arrive l'année 1894, le voyage aux États-Unis et la victoire contre le vieux lion Steinitz que Lasker confirme 2 ans plus tard dans un match revanche à Moscou. Puis Lasker repousse, même s'il lui arrive de faire des pauses dans sa brillante carrière, entre 1907 et 1921, les assauts de ses principaux concurrents, Marshall, Tarrasch, Janowski, Schlechter, jusqu'à s'incliner face au génial cubain Capablanca en 1921. Vainqueur de nombreux tournois, amoureux de la lutte et fin psychologue, Lasker préférait les tournois au match, capable de s'adapter au jeu de ses adversaires en se donnant des positions où ces derniers ne se sentaient pas à l'aise ou, au contraire, prenaient trop la confiance en baissant leur garde, ce qui, contre le rusé Lasker, ne pardonnait tout simplement pas. Il me reste à vous souhaiter un excellent visionnage, enjoy! Nous nous trouvons à Düsseldorf en Allemagne le 19 août 1908 lors de la deuxième ronde du championnat du monde entre le précepteur germanier Siegbert Tarrasch et le docteur Emanuel Lasker. J'en profite pour préciser que les deux ne peuvent pas se blairer. Dans cette partie, donc, Tarrasch conduit les pièces blanches et il ouvre par un E4. Lasker répond la symétrie E5 et après cavalier F3 qui attaque le pion E5, cavalier C6 qui vient le défendre et fou B5, la sempiternelle ouverture espagnole et de rechef sur la table. Alors si vous désirez en savoir plus sur l'ouverture ou partie espagnole, notamment sur les alternatives noires au 3e coup, je vous invite à visionner les précédentes vidéos réalisées par mes soins sur le sujet et les noirs ont choisi de jouer dans la partie cavalier F6, l'ouverture favorite du top niveau en 2022, nommée la variante de Berlin ou variante berlinoise. Tarrasch a joué dans cette position petit roc et le grand coup, celui qui a été remis au goût du jour par Vladimir Kramnik dans son match victorieux contre l'ogre de Bakou Garry Kasparov à Londres en 2000, c'est cavalier prend E4, mon ouverture préférée, qui mène à ce qu'on appelle la finale de la berlinoise et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais Lasker s'est lui décidé pour D6, que le champion hongrois Lajos Portisch appelle dans son livre Mes secrets dans l'espagnol la variante vieille Steinitz et qu'il qualifie à la fois de passive et de solide. Les blancs ont joué D4, prise du centre. Les noirs ont répondu fou D7, développent une pièce et brisent le clouage absolu exercé sur le cavalier C6. La prise du pion E5 ne menant à rien, les blancs ont continué leur développement par cavalier C3 bien joué. Les noirs ont fait de même par fou E7. Maintenant, tour E1, on en profite, on vient se placer et on vient jeter un petit œil sur le pion. Ça ne mange pas de pain. Maintenant, E prend D4, cavalier prend D4 et dans cette position, les noirs ont roqué. Et maintenant, il s'agit pour les blancs de trouver un plan. Dans cette position, Tarrasch a joué un coup intéressant, il a pris le cavalier en C6. Lasker a répondu fou prend C6, et pourquoi reprendre du fou et non du pion? Parce que Lasker manque d'espace. Et pourquoi Lasker manque-t-il d'espace? Parce que le pion des blancs est plus avancé dans le camp des noirs que le pion des noirs ne l'est dans le camp des blancs. Après fou prend C6, B prend C6, le manque d'espace et les pions doublés qui affaiblissent la structure de pion, la position de Lasker est déjà inférieure en à peine 10 coups.
Tarrasch va ici jouer un repli stratégique mais somme toute un bon coup puisqu'il va replier son cavalier sur E2 et Lasker va répondre Dame D7 sans s'en prendre à l'appât laissé en E4. Si après cavalier E2 les noirs se montrent trop gourmands et désirent récupérer le pion, alors il y aurait cavalier D4, découverte sur le cavalier E4 et attaque sur le pion C6 et si on joue D5 pour protéger le cavalier et le maintenir au centre, il y aurait maintenant cavalier prend C6 et pour vous dire à quel point la position noire est mauvaise, dans cette position, Stockfish préconise tout simplement de laisser la dame et de jouer quelque chose comme fou C5. Donc la position noire est désespérée. Après Dame D7, Tarrasch a plutôt dirigé son cavalier vers G3, avec l'idée évidente de venir s'installer sur la forte case F5, et Lasker joue tour F E8, développant ses pièces et plaçant la tour sur la colonne semi-ouverte E en face du pion E4 qu'on espère prendre pour cible ultérieurement. Dans cette position, plusieurs coups sont possibles, mais j'aime bien l'idée de Tarrasch qui a joué B3, avec l'idée de placer son fou de la dame en fianchetto et venir ainsi taper sur l'aile roi. Typique de ces structures. Les deux joueurs ont poursuivi le développement, quoi de plus naturel, tour à D8, fou B2, et ici Lasker a joué cavalier G4, pourquoi pas, sans doute désiré de jouer fou F6 et de challenger le puissant fou de case noire des blancs. Et dans cette position précise, Tarrasch s'est embarqué dans une combinaison assez jolie qui lui permet de gagner un pion un peu plus tard. Alors je ne vais pas vous demander de chercher parce qu'en somme c'est assez compliqué, Tarrasch a joué fou prend G7. L'idée première est évidemment qu'en cas d'acceptation du fou par roi prend G7, il y a maintenant cavalier F5 échec, roi H8 et dame prend G4. La dame D7 ne contrôle plus le cavalier G4 du fait que le cavalier F5 interrompt leur connexion. On peut donc venir s'emparer du cavalier. Les blancs ont gagné un pion et de surcroît menace de mat sur G7. C'est pourquoi après fou prend G7, le fou est plus ou moins tabou. À la place, Lasker a utilisé une technique qu'il convient de nommer maintenant, la technique du desperado. Alors la technique du desperado, c'est quoi ? Ça consiste en gros à vendre la peau d'un pion ou d'une pièce perdue le plus chèrement possible. Vous êtes d'accord que les noirs ont pour l'instant un pion de moins. Or, le fou ne peut être récupéré pour les raisons que nous venons de voir. Lasker va donc s'embarquer dans une variante tactique où il sacrifie son cavalier en se disant quitte à perdre un pion, au moins que ce ne soit pas pour rien. En effet, en jouant cavalier prend F2, Lasker récupère son pion de moins et en même temps, il menace la dame au passage. Donc ça ne sert à rien de calculer cette variante complexe puisque c'est ce qui a été joué dans la partie. En effet, nous assistons maintenant à roi prend F2. Alors, le meilleur coup d'après Stockfish, c'était ici dame D4 à la place. Tout simplement parce que le fou est protégé. On garde un œil sur le cavalier. Et après un coup comme fou H8, on peut menacer de mat en G7. Donc ça, c'était le coup préconisé par Stockfish. À la place, il y a eu roi prend F2, roi prend G7. Maintenant, il n'y a plus de risque de cavalier F5 échec, roi H8 comme ça a été joué dans la partie, puisque dame prend G4 ne capturerait rien du tout. À la place, il y a eu dame D4 échec, un bon coup de Tarrasch, F6 et maintenant dame prend A7 et on voit qu'après tous ces coups, Tarrasch se retrouve effectivement avec un pion de plus et l'avantage d'espace. Alors nous sommes au 19e coup de la partie et j'espère que vous avez bien photographié cette position dans votre esprit car ce qui va suivre à partir de maintenant risque de vous surprendre. Lasker va en effet se mettre à jouer une série de coups brillants. Il commence par fou F8, bon on voit pas beaucoup l'idée. Attendons de voir la suite, les blancs ont joué dame D4, un excellent coup de centralisation qui en même temps vient taper sur le pion F6 qui n'est plus défendu par le fou F8. Et on commence à comprendre l'idée des noirs après leur prochain coup, tour E5. L'idée n'était pas tant de sauver le fou que de faciliter l'accès à la case centrale faible E5 pour la tour noire, désormais indélogeable. En même temps, il n'y a maintenant plus d'attaque sur le pion F6. On commence donc à comprendre que la clé du contre-jeu des noirs, c'est la colonne E. Les noirs vont donc avoir pour plan de tripler leurs pièces lourdes sur cette colonne et ils en obtiendront alors une prépondérance centrale et donc positionnelle. Maintenant, tour à D1, Tarrasch mobilise sa dernière pièce inactive et tour D8, Lasker met son plan en action. Tarrasch joue dame C3, maintenant dame F7 qui menace éventuellement la poussée D5 au centre avec l'idée de dévier le pion E et d'attaquer le cavalier en F5, raison pour laquelle Tarrasch a opéré un retrait du cavalier en G3. Ce faisant, on voit qu'il a commencé à reculer et vous allez voir qu'en fait il ne va jamais s'arrêter.
Lasker recycle maintenant son fou sur H6 sans craindre dame prend C6 puisqu'il y aurait la fourchette avec tour C5, attaque la dame et le pion. On va donc récupérer ce dernier sur C2 avec échec, donc ça va pour les noirs. Maintenant E prend D5 et avant de récupérer le pion, évidemment on a le très fort fou E3 échec intermédiaire. Souvenez-vous, le fou est parti de F8 sans vraiment de perspective et regardez, il est maintenant monstrueux, c'est un véritable poison dans le camp des blancs. Et on va voir que tout ça, ce n'est que le début. Maintenant, roi F1, C prend D5 et tour D3. Tarrasch rate sa chance à la place de tour D3 de jouer cavalier F5 avec l'idée d'essayer de déloger le fou à tout prix. Après tour D3 suit dame 6, tour E2, F5, tour D1, F4, cavalier H1 et D4. Admirez un peu ce retournement de situation. Je vous rappelle quand même qu'on est parti de là. Évidemment, il faut toute la force de caractère, le sang-froid et le talent de Lasker pour en seulement 11 coups retourner une situation au point que ça me paraît comique. Je précise que Victor Korchnoi, grand défenseur dont nous avons étudié une partie récemment, était un fervent admirateur d'Emmanuel Lasker et qu'il n'y avait personne plus que ce dernier pour penser positif au cours d'une partie, là où beaucoup auraient abandonné sans opposer de grande résistance. Si on compare avec le diagramme précédent, on comprend pourquoi au début de la vidéo je parlais de retournement de situation d'un point de vue positionnel. Le cavalier des blancs, qui faisait la fierté de son camp sur F5, n'est plus qu'un animal blessé abandonné à l'abattoir. A contrario, le fou noir, épine dans le pied de son équipe, il y a encore quelques coups retranchés derrière ses pions, trône tel un prince en E3, indélogeable et soutenu par ses pions. La partie a continué par cavalier F2, donc Tarrasch tente de recycler le cavalier un peu comme il peut, il n'a pas le choix. Maintenant dame A6 cloue la tour sur E2 et attaque en même temps le pion A2. Cavalier D3 attaque la tour qui vient sur G5. Tour A1 protège le pion A2, dame H6 attaque le pion H2. Et regardez, le contraste est saisissant entre les pièces blanches rivées en défense et les pièces noires qui ne vont pas tarder à infiltrer le camp blanc. On passe maintenant à la phase d'exécution. Tarrasch a joué roi E1. Il sacrifie son pion pour se donner des chances de fuir avec son roi. Évidemment, H3 à la place ne serait pas d'un grand secours puisqu'il y aurait maintenant tour G3, la case G3 est disponible pour la tour. La dame s'enfuit et il y aurait maintenant dame prend H3, très joli, puisqu'en cas d'acceptation du sacrifice de la dame, il y aurait tour G1, échec et mat. Après dame prend H2, il y a eu roi D1, dame G1 échec, cavalier E1, c'était l'idée de roi E1 puis roi D1, pouvoir interposer avec le cavalier. Tour GE5, le retour. Dame C6, attaque C7. Mais Lasker Nanakuri joue tour 5 E6. Dame prend C7. Tour 8 E7, attaque la dame. Dame D8 échec, roi G7. Tarrasch, qui espère trouver son salut dans du contre-jeu, envoie son pion passer à l'aile dame. Le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. Lasker joue maintenant F3. Très bon coup qui attaque la tour et ouvre des lignes. G prend F3. Tarrasch n'a pas vraiment le choix. Et après fou G5, Tarrasch a tout simplement décidé d'abandonner. En effet, il ne peut rien faire. Par exemple, sur un coup lambda comme A5, il y aurait maintenant dame prend E1 échec, magnifique sacrifice de dame, tour prend E1 est forcé, et maintenant tour prend E1 échec et mat, le fou veille au grain. Autre tentative après fou G5, tour prend E6, tour prend E6, le problème c'est que la dame est attaquée, la dame protège le fou noir, et la tour et la dame attaquent le cavalier en même temps, le pion est défendu par la dame, les blancs vont donc soit perdre leur dame, soit se faire mater, ils n'ont pas le choix, c'est pourquoi ils ont préféré abandonner. J'espère que vous aurez apprécié ce magnifique retournement de situation, à ma connaissance le plus beau et le plus criant jamais opéré en championnat du monde. J'espère en outre que cette petite série de 3 vidéos vous aura été utile dans votre propre compréhension de la défense. N'hésitez pas à les revisionner autant de fois que nécessaire et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre dans les commentaires. Je souhaiterais terminer par 2 citations sur lesquelles je vous laisserai méditer. Le jeu d'échecs confronte non pas 2 intelligences mais 2 volontés, Emmanuel Lasker, et on n'a jamais gagné une partie d'échecs en abandonnant. Savielly Tartakover. Et quelle tristesse, c'est maintenant la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un pouce bleu, j'apprécie toujours. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!